Depuis qu'il a créé l'ordinateur, l'homme n'a de cesse de l'améliorer. Les machines sont de plus en plus petites, performantes et polyvalentes. L'ordinateur est un outil de communication désormais répandu sur la planète entière et l'évolution de la technologie a donné naissance à une pratique permettant l'échange de tout type de fichiers directement d'un utilisateur à un autre, le peer-to-peer. Qu'est-ce que le terme de peer-to-peer vous évoque? J'en ai aucune idée. Échange de fichiers entre plusieurs internautes par le biais de logiciels spécialisés. Genre Emule, les apps. Voilà. Peer-to-peer, ouais, un truc comme ça abstrait, quoi, mais qui veut dire quelque chose de profond, quoi. Voilà. De quoi? Le peer-to-peer. Peer-to-peer moi je télécharge avec Emule, donc c'est du peer-to-peer. Une terme de quoi? De peer-to-peer. Ah, rien du tout. Téléchargement et prendre des fichiers, des dossiers de chez quelqu'un d'autre et les ramener chez moi. Peer-to-peer, rien du tout en fait. Peer-to-peer, j'ai jamais entendu ça. Le téléchargement et l'échange de fichiers sur internet via des serveurs comme Casa ou Emule. Peut-être peer-to-peer, de pair à pair. L'échange de fichiers, de dossiers, de musique principalement. Ça m'évoque, dans le contexte de l'entretien présentement, ça m'invoque le shareware. Et c'est pas bien, c'est ça. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne le peer-to-peer? Non, pas trop. En fait, le peer-to-peer est quelque chose de très simple, je dirais même de banal, puisque ça consiste simplement à faire dialoguer deux machines, ce qu'on appelle deux stations, sur le réseau, sur Internet, qui permet à n'importe quelle machine du réseau de communiquer avec une autre machine sans être obligé de passer par ce qu'on appelle vulgairement un serveur. Simplement, le problème qui se pose, c'est que si moi j'ai un fichier que j'ai envie de partager, forcément, quelqu'un qui habite en Australie n'est pas au courant de ça. Donc, quelque part, il nous faut l'annuaire des fichiers disponibles à télécharger, de la même façon que vous avez des annuaires de restaurants, de cinéma et autre chose. C'est pour ça que donc on a besoin quand même quelque part d'un ou de plusieurs serveurs qui en fait centralisent simplement les informations sur les fichiers disponibles. À l'état actuel des choses, c'est très facile de connaître l'adresse IP de la personne qui est en train de télécharger. De plus en plus, les gens ont des adresses IP fixes, donc il devient maintenant très facile en fait d'identifier la personne qui est en train de télécharger. J'ai téléchargé un ou deux albums sur lafnac.fr, mais pas tellement. Moi pas du tout, je sais pas comment on fait, mais c'est vrai que j'ai ma sœur qui le fait, donc ça lui arrive de télécharger des chansons ou un épisode d'une série qu'elle a raté en général, mais moi je sais pas comment on fait. En général des films ou de la musique. Ce qu'on en pense, on en a parlé il y a 2 minutes juste. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment là-dessus et on essaie de suivre un peu les pour et les contre. Nous, on n'arrive pas à se placer contre, même si c'est censé être à nos dépens. En fait, on est censé vraiment, nous en tant qu'artistes et producteurs de disques, on est censé flipper de ça, de perdre des sous, de perdre tous nos moyens. Surtout qu'on est un groupe autoproduit, donc beaucoup de nos revenus viennent vraiment de la vente des disques. Maintenant, on n'arrive pas à dire que c'est vraiment mal et qu'il faut mettre des amendes complètement démesurées et qu'il faut tout réglementer comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous le cacher, nous aussi, on pratique ce genre de choses. Et ça nous permet de découvrir pas mal de musique. Ça nous permet d'aller fouiller, d'aller chercher des choses et puis après d'aller acheter des disques. Aujourd'hui, on va dire, il y a une bonne partie des gens qui
téléchargent et on voudrait les stigmatiser et les accuser comme si c'était des bandits de grand chemin, ce qu'essayent de faire, on va dire, les majeures compagnies en proposant des spots publicitaires. Je sais pas si vous avez vu un spot avec un jeune sur un scooter et on a l'impression que ça y est, c'est un bandit de grand chemin, alors que aujourd'hui, qui propose ce genre de fichiers de musique sur Internet? C'est bien les fournisseurs d'accès. C'est arrivé de manière très progressive. Au début, on téléchargeait 1 ou 2 titres, ou simplement on avait accès à des morceaux qu'on pouvait trouver nulle part ailleurs, des groupes qui mettaient leurs morceaux sur leur site au départ. Donc on cherchait sur le site de chacun, un peu spécialisé. Après, c'est devenu des sites de peer-to-peer, ce qu'on appelle le peer-to-peer maintenant. Internet est devenu une sorte de fenêtre sur le monde, et les outils de peer-to-peer font partie de... maintenant c'est illégal, mais c'est très difficile de considérer ça illégal, puisqu'on fait ça depuis très longtemps, peut-être à terme ponctuel pour nous, mais maintenant c'est ça... C'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs, et sincèrement, ça serait très difficile d'arrêter du jour au lendemain, parce qu'il y a un projet de loi qui va dire que c'est illégal. Et ce qu'il y avait avant, c'était une petite pièce avec simplement quelques livres, et là on avait l'impression, parce qu'on pouvait pas comparer, qu'on avait accès à beaucoup de culture, à beaucoup de choses. Et en fait, toi t'es peut-être pas passé à ce stade-là parce que t'as pas pratiqué Internet, mais quand t'as eu accès, justement, tu te dis mais je peux avoir accès à tout. À un mec qui en Lituanie va faire un morceau qui va être édité, si je cherche bien, je peux y avoir accès. Et en fait, revenir en arrière, c'est-à-dire se couper justement de tout ce qui peut être possible de trouver sur Internet, c'est très dur. Par contre, quand on n'y a pas eu accès, on voit pas forcément toute la richesse. Il y a tout et n'importe quoi, hein. Mais c'est vraiment de l'oxygène, hein, pour tous les créateurs. Je pense qu'Internet et les logiciels de peer-to-peer, à leur manière, contribuent à ça, cet oxygène-là. Les conséquences, déjà, ça a été que l'industrie du disque, il y a eu un bouleversement énorme qui s'est opéré ces dernières années. On a vu une chute des ventes de disques depuis 2002-2003, environ entre 30 et 35%. Donc qui sont pas seulement dus au téléchargement, qui sont dus aussi au prix du disque qui a augmenté terriblement. On va dire que nous, on a nos albums qui sont sortis en 2003, donc le prix de vente était de 22 €, et c'est un prix qu'on contrôle pas, puisque nous, le prix hors taxe qu'on vend au magasin, il est bien inférieur à ça. Et donc, à votre avis, qui sont les personnes les plus lésées par la recrudescence du peer-to-peer? Les maisons de disques, uniquement. Sincèrement, je pense que si on faisait un sondage, alors après sur le peer-to-peer, j'imagine qu'il n'y a pas que des choses protégées, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font des morceaux, qui les mettent, ils sont peut-être pas téléchargés parce qu'ils sont pas connus, mais il n'y a pas uniquement que des choses interdites. Oui, les maisons de disques sont les plus lésées parce que ça, un CD téléchargé est un CD qu'on ne va pas forcément acheter. Mais ça, je sais pas si l'équation peut la résumer à ça. Et donc, oui, ça pointe directement du doigt les maisons de disques. Les artistes sont plus connus, puisqu'on télécharge plus donc on peut écouter plus de choses, on peut choisir, et sincèrement c'est un outil pour découvrir des choses incroyables, hein. C'est les pauvres majors qui en parlent le plus et qui font tout un bins avec ça, hein. C'est-à-dire que les groupes comme nous, on en discute entre nous, on est tous assez d'accord là-dessus. C'est les gens qui perdent vraiment, qui perdent même pas vraiment des sous, mais qui perdent un peu leur pouvoir, même sur les artistes. Voilà, c'est les majors, quoi. Universal Music, c'est la première maison de disques dans le monde, c'est la première maison de disques en France, c'est le premier producteur d'artistes français, parce qu'on a à peu près 250 artistes français qui sont produits par Universal Music en France, et c'est une boîte française, parce que c'est une boîte qui appartient au groupe Vivendi. Donc on est la seule major française, dans le monde. Et quelles sont les conséquences techniques et financières du peer-to-peer pour Universal ? La conséquence, c'est que les gens téléchargeant, les gens achètent moins de disques, parce qu'ils ont les œuvres chez eux.
Et donc, le marché a à peu près été divisé par 2 en l'espace de 4 ans. Donc les conséquences, ça a été toute une série de licenciements dans l'industrie, ça a été le fait qu'il y a moins d'artistes français produits aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Voilà, donc il y a à peu près aujourd'hui à peu près un tiers de gens en moins qui travaillent dans les maisons de disques qu'il y a 3 ans. Et puis il y a à peu près entre 20 et 30% d'artistes français en moins qui sont produits. Sans parler du fait qu'il y a une 50aine de producteurs indépendants qui ont déposé le bilan. Je pratique le téléchargement essentiellement professionnel et aussi personnel. Alors professionnel les deux pour des raisons économiques. Professionnel parce que j'ai pas les budgets pour me payer les logiciels dont j'ai besoin pour travailler. Et personnel parce que aujourd'hui j'estime qu'aussi bien qu'aussi bien les CD musicaux dans le commerce que les DVD en fait sont vraiment trop chers. En fait trop cher parce que étrangement en fait plus les technologies avancent et plus les produits sont faciles à fabriquer et moins coûteux en fait, plus ils sont chers. Donc à un moment donné j'aimerais comprendre. C'est un phénomène assez étrange. Pour un film en fait qui m'intéresse que moyennement ou sur lequel j'ai envie de me faire un avis, je le télécharge. S'il me plaît pas, je le supprime immédiatement après l'avoir visionné. Mais si le film me plaît vraiment, en fait, je vais aller certainement acheter le DVD. Pour une question de qualité, parce que le DVD est de meilleure qualité que la plupart des fichiers qu'on trouve sur Internet. Et pour l'audio, personnellement, j'ai un total respect en fait pour les artistes de manière générale. Donc la plupart du temps, je dirais même à 90%, j'achète les CD audio dans le commerce quand j'ai les moyens de les acheter. Je pense que j'aurais acheté beaucoup moins de CD si j'étais pas passé par Internet, si j'avais pas découvert autant d'artistes. Selon vous, quelles sont les conséquences, hormis financières, de la recrudescence du téléchargement illégal ? Les conséquences, c'est la chute des investissements dans la création nouvelle. Ce sont des licenciements, ce sont des dépôts de bilan. C'est une perte donc de création. Et indirectement, c'est une perte pour le public qui se prive de sa future discothèque. La licence globale, je suis assez contre. C'est quoi payer 7 francs pour charger la terre entière ? Oui, mais il faut payer de toute façon. Donc dans les deux cas, c'est pas bon. Vous êtes pour l'accès à la culture gratuit ? Gratuit, oui. Gratuit parce que plus on est puissant, plus on est cool, et plus on a, plus on donne. Donc on a affaire à des faux princes. Ah oui, ça peut être bien, ça peut être intéressant ça. C'est toujours mieux que d'avoir... Parce que là on en arrive à... C'est 1,50€, un truc comme ça par chanson. Et ça fait cher si on fait tout l'album. Internet en fait, des tas de gens ils ont l'impression qu'en cliquant ils deviennent les rois du monde et que tout est gratuit. Et en fait c'est pas vrai. Je pense que c'est bien parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand un artiste sort un disque ou même un réalisateur sort un film, on a 90 à 95% de chances de le voir en grande partie téléchargé sur le net. Et malheureusement, il n'y a aucune rémunération pour ces gens-là. Donc je pense que c'est bien. Ouais, c'est intéressant comme idée. Simplement, c'est à qui on paye? Qui s'occupe de tout ça et l'argent, où est-ce qu'elle va? Non, dans le sens, c'est dommage d'avoir à payer 7€ par mois alors qu'on peut le faire gratuitement. Je préfère ça plutôt que de payer 20€ sur chaque CD que j'achète, quoi. Vous pensez pas que ça lèse les auteurs de se procurer leurs œuvres gratuitement? Pas forcément, non, parce qu'on prend, effectivement, on regarde et on s'intéresse à tout ce qu'on télécharge, mais ça nous donne aussi des idées pour ensuite aller prendre ailleurs. Et si vraiment on est très intéressé, on va acheter pour avoir un vrai DVD, un vrai disque, un vrai ci, un vrai ça, un vrai livre. Oui, alors il y a plusieurs projets en fait. Parce que quand on parle de licence globale, c'est un peu la suite de licence légale. Ça veut dire quoi? C'est l'idée toute simple de dire à partir du moment où on met en place des moyens techniques qui empêchent le téléchargement, c'est ce que prévoit la directive et que prévoit le projet de loi. Il faut bien sûr se donner des garde-fous et donner en tous les cas pour l'internaute la possibilité, contre rémunération bien évidemment, d'avoir accès à un espace très large qui permet la diversité culturelle sur la toile. Donc la licence globale c'est quoi? C'est une rémunération, une redevance versée volontairement par l'internaute, c'est pas obligatoire, c'est pas une taxe
Celui qui ne veut pas télécharger ne verse pas, celui qui veut télécharger, bien sûr, paie cette contribution. Et inversement, pour l'auteur qui ne veut pas être effectivement sur la toile, il met en place les moyens techniques qui empêchent le téléchargement, donc c'est une option. Je crois que tout le monde n'a pas compris ça. Il ne s'agit pas de priver l'auteur de sa rémunération, il ne s'agit pas de donner la gratuité comme ça, il s'agit effectivement au contraire de permettre à l'internaute qui le souhaite véritablement un espace de liberté et surtout une grande diversité culturelle et une concurrence peut-être plus large que celle qui existe aujourd'hui. Et où en est le projet aujourd'hui ? Alors l'amendement que nous avions rédigé a été voté donc au mois de décembre, ce qui a d'ailleurs bloqué la négociation, exactement le vote sur le projet de loi. Aujourd'hui, on est dans une phase de concertation. Le ministre a fait certaines avancées pour qu'on puisse modifier le projet. 3 éléments sont, à mon avis, aujourd'hui d'actualité et feront sûrement l'objet des débats dans la deuxième semaine de mars, où le texte reviendra dans l'Assemblée. Le premier, sur lequel, effectivement, je serai très vigilant, c'est le dossier concernant le droit à copie privée. Le définir aujourd'hui par rapport à l'état du droit français, par rapport au droit d'auteur de 57. L'interopérabilité, je crois qu'il ne faut pas non plus là-dessus laisser faire. Je crois qu'il faut bien évidemment exiger une interopérabilité totale si on veut véritablement éviter que certaines structures industrielles ne monopolisent entre guillemets le débat. Et puis troisièmement, l'espace de liberté nécessaire pour l'internaute. Il y a en effet une grande différence entre la consommation elle-même et bien évidemment la rémunération nécessaire et le souhait de tout internaute, je pense au pair à pair, de faire qu'on puisse bien évidemment circuler sur la toile et avoir dans ces conditions-là une exploration. Je pense à des auteurs nouveaux qui peuvent souhaiter être gratuitement sur la toile. J'ai entendu récemment Louis Bertignac dire ça par exemple à la télévision en disant clairement qu'il pensait lui que c'était une opportunité d'être sur la toile même s'il n'y avait pas de rémunération. Donc il ne s'agit pas de rendre gratuit pour tout le monde et ceux qui le souhaitent doivent pouvoir l'être. Et l'accord qui a été passé par le ministre, à mon avis, à ce niveau-là, qui a mis du temps. Peut-être que d'ailleurs notre débat sur le droit d'auteur a permis de mettre tout le monde autour d'une table. Permet au moins qu'on ait une diversité culturelle et qu'on puisse avancer sur ce niveau-là. Mais le cinéma suppose bien sûr une chronologie et donc est pour l'instant exclu des amendements qu'on a votés à l'Assemblée nationale. La licence globale ne me semble pas la réponse adaptée au problème du piratage des films, puisque la licence globale ne tient pas compte de la fameuse chronologie des médias qui est absolument nécessaire pour le financement de la création d'œuvres françaises. Alors le cinéma, en fait, je pense pas qu'il devrait bénéficier du même traitement que la musique, dans le sens où la production d'un film, c'est beaucoup plus cher que la production d'un disque audio, quoi, tout simplement. Donc après, c'est toujours, encore une fois, un problème de répartition, quoi. Il y a un flou juridique en fait qui ne nous permet pas de dire que c'est réellement illégal ce qu'on fait, donc j'en pense rien étant donné qu'on ne sait pas si c'est vraiment illégal. Moi, je travaille, je fais les budgets d'Ézéchiel et j'essaye de monter un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la tournée. Et quand on fait de la création musicale, on va demander à des organismes subventionneurs qui sont la DAMI, le FCM, la Spedidam, des gens comme ça. Et eux nous aident à créer nos spectacles, à être salariés quand on fait une création en salle. Ils nous aident sur la tournée quand on n'a pas les moyens et qu'on n'arrive pas à vendre les spectacles assez pour payer tout le monde. Et ça, c'est vraiment notre gagne-pain à tous, ou Ézéchiel comme à moi. Et ces organismes-là, ils sont tous subventionnés par la copie privée. Et la copie privée, c'est le principe de la licence globale. Bon, il y a des gens qui disent qu'en réalité, si le marché du disque a chuté ces 3 dernières années d'environ 35%, c'est pas à cause du peer-to-peer illégal. Bon. Moi-même, je reconnais que ça n'est pas uniquement, effectivement, à cause du peer-to-peer illégal. Bien évident que lorsque les gens ont la possibilité de se procurer librement la totalité des œuvres musicales gratuitement au travers des systèmes d'échange de peer-to-peer, ils ne sont pas incités à aller acheter des disques à la FNAC, ils ne sont pas incités à aller télécharger de la musique sur les services de téléchargement comme Virgin Mega, iCompile ou le site de la FNAC. Le peer-to-peer, c'est de l'échange de fichiers de personne à personne. Et on utilise des ports qu'on appelle des ports informatiques, si tu veux, qui ont des numéros pour communiquer entre nous. Mais à partir du moment où le flux
qui passe sur le réseau est difficilement identifiable, on peut difficilement savoir qui télécharge quoi. Quelque part, ça montre aux distributeurs qu'il y a d'autres voies aujourd'hui qui existent pour tout simplement transmettre l'art, que ce soit un film, que ce soit de la musique ou autre chose, et que justement ça nous permet à nous, consommateurs, de payer moins quelque chose qu'on peut avoir par le net, quoi, tout simplement. Une grosse industrie américaine qui génère, je parle à chaque fois des États-Unis, mais il y a pas que ça, quoi, qui génère énormément d'argent. Donc eux, c'est un manque à gagner qui se calcule sur des pourcentages énormes. Mais on va dire, dès qu'on baisse ce pourcentage sur de la musique ou des groupes comme K2R, comme les Ogres de Barbac, comme Babylon Circus, on se retrouve à avoir des sommes dérisoires sur des ventes qui auraient pu être faites. Ce qui est très hypocrite en fait, c'est qu'on nous vend des abonnements internet à 20 mégas en nous disant maintenant vous pouvez télécharger tout type de contenu, sachant qu'avant on ne pouvait pas télécharger ces contenus du genre des films par exemple parce que ça prendrait trop de temps à télécharger. Aujourd'hui on fournit au public de quoi le faire, et à côté de ça on leur interdit de le faire. Donc il y a une logique commerçante qui existe mais qui est pas suivie au niveau de la loi, quoi. Il y a eu des études qui ont été faites soit 10 ans en disant mais non, regardez, on a fait une étude, plus les gens sont sur le peer-to-peer, plus ils achètent des disques. Mais alors dans ce cas-là, dites donc, j'ai une bonne nouvelle, moi, on n'a jamais autant téléchargé de musique. Dans ce cas-là, on devrait exploser en termes de vente de disques. Bizarrement, on baisse de 40%. Quoi on nous raconte ? Franchement, on peut nous raconter ça parce que ça peut aider certaines thèses, etc. Mais le truc tient pas la route. Tout à coup, ça chute de 40% comme ça. Et bizarrement, le DVD est en pleine explosion, tout à coup le très haut débit arrive, et en 2 ans, paf, le DVD commence à chuter, comme ça. C'est pas sérieux. Enfin, on le sait bien, on le sent bien, ces études sont pas sérieuses. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les distributeurs voient bien qu'avec le téléchargement, il y a un autre moyen de distribuer la musique ou le cinéma. C'est Warner bientôt qui va ouvrir justement un site de téléchargement de ces films quand ils sortent en DVD en peer-to-peer. C'est-à-dire que la technologie qu'on utilise nous pour télécharger aujourd'hui des films va être utilisée par demain les majors pour distribuer autrement que par l'achat d'un DVD qui coûte une fortune, ce qu'ils produisent tout simplement. Le travail mérite salaire et remettre les artistes dans une situation qui était la situation d'avant de gars qui chantaient dans la rue, qui faisaient la manche. Je suis pas sûr que ça soit pour un pays, pour un pays qui justement en plus revendique une vraie culture et une vraie tradition, que ce soit dans la chanson ou dans le cinéma. Je pense pas que ça soit une avancée. Je pense que c'est plutôt barbare et c'est plutôt en recul. En fait, nous, ce qu'on a surtout remarqué, c'est que pendant que les maisons de disques parlaient d'une perte de 30% de chiffre d'affaires, du genre machin, nous, on a plutôt augmenté les ventes de nos disques. Pour le moment, on parle de MP3. Mais peut-être que d'ici 2-3 ans, ce format numérique, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un format multiplexé avec de l'image, du son, de l'interactivité. Quand on téléchargera pas un morceau, simplement MP3, mais tout un ensemble. Des hologrammes avec des petits et donc, justement, ce déplacement de support est vraiment bien. Parce que sur CD, on peut mettre une chanson, 8 chansons, 10 chansons, que de la musique. Ouais. Par contre, sur Internet, si on développe justement l'absence de support et que tout passe par... après on trouvera des lecteurs ou des disques durs, on peut obtenir plus des chansons, mais des espèces de mini-univers qui seront composés de musique, on peut faire beaucoup de choses en fait. Donc là on est dans une transition, mais je pense que ça peut ouvrir plein de choses. Since my baby said goodbye, on the evening when the lights are low, I'm so lonesome I could cry. Cause there's nobody who cares about me. Let's leave it. When I got that mood in me go, I could lay me